Hey, salut les petits métallos from the pocket, comment ça va? Bon écoutez, moi, ça va pas trop mal. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode déjà des Maiden Chronicles, donc les chroniques sur Iron Maiden, voilà. Aujourd'hui, on va parler de la période, voilà. Vous attendiez tous cet épisode, savoir ce que j'allais en dire. Est-ce que je vais en dire du mal? Est-ce que je vais en dire du bien? Donc voilà, la période Blaze Bayley. Donc c'est une chronique réaction que je vais faire un petit peu à chaud parce que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté ces albums. Parce que, voilà, pour tout vous dire, j'en gardais un mauvais souvenir. Moi, je me rappelle que j'aimais pas du tout la voix de Blaze à l'époque. Et que voilà, même j'avais regardé deux trois lives sur YouTube qu'on peut trouver un peu des bootlegs, on voit Blaze chanter et j'étais pas transcendé. Et voilà, comme tout le monde, je préfère les quelques chansons de l'époque Blaze chantées par Dickinson. Voilà, on pense notamment au Rock in Rio où Bruce Dickinson, voilà, sublime The Clansman, sublime The Sign of the Cross. Pour les plus connaisseurs, il y a le live d'après qui est le Death on the Road où Bruce Dickinson sublime, bon, entre guillemets, bon là pour le coup je vais peut-être revenir dessus, mais voilà, Bruce Dickinson qui sublime Lord of the Flies. Voilà, donc pour moi, je m'étais arrêté un petit peu là. Voilà, j'avais déjà écouté les albums donc, qui sont X Factor et Virtual Eleven. Les deux albums enregistrés avec Blaze dans les années 90. Mais voilà, je savais que j'aimais pas trop et je m'étais jamais replongé dedans. Et là, du coup, aujourd'hui, je me suis écouté donc du coup le X Factor en entier. Et j'ai écouté le Virtual Eleven, et à la deuxième chanson de Virtual Eleven, je me suis dit, mais il y a un truc qui cloche. Je sais que c'est plus le même producteur, mais j'ai l'impression que le son il sonne vachement mono sur ces albums, parce que je l'ai écouté au casque, mais le casque branché sur mon téléphone. Et je me disais, le son il est quand même vachement bizarre. Peut-être que voilà, c'est un parti pris de Steve Harris, ou alors peut-être il a du miel dans les oreilles, et il sait pas trop, mais c'est vachement mono comme son, et c'est. Du coup, ça met pas en valeur, on n'entend pas bien chaque guitare, la basse est vachement forte, et du coup, on n'entend pas les guitares. Ça me dérange. Et voilà, arrivé à la deuxième chanson de Virtual Eleven, donc pour ceux qui connaissent The Angel and the Gambler, vu qu'elle est très longue et qu'il se passe pas grand chose, j'ai eu le temps de penser à ce qui se passait, et en fait, j'avais mis mon téléphone en mono parce que, voilà, je raconte un peu ma vie, mais mon téléphone, il y a un haut-parleur en haut, un haut-parleur en bas qui simule gauche et droite. Sauf que j'en ai un qui est à moitié pété, du coup quand je regarde une vidéo, mon gauche-droite est un peu déséquilibré, du coup je me suis dit je vais foutre mon téléphone en mono, comme ça j'aurais pas le problème de gauche-droite sauf comme je l'ai laissé comme ça, et quand j'ai écouté l'album, du coup l'album était en mono, et je m'en suis rendu compte qu'après. Du coup, j'ai continué d'écouter Virtual Eleven en stéréo, et je me suis dit je vais quand même rendre justice à X Factor et le réécouter en stéréo. Donc voilà, j'ai pu écouter les deux albums en stéréo dans les meilleures conditions. Et voilà, donc c'était ça cet après-midi. Donc je viens de terminer l'écoute, la deuxième écoute de X Factor. Et j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'en même temps, je m'instruisais sur la période du groupe. Voilà, je lisais des articles, des biographies, des chroniques sur ce qui s'est passé à cette période du groupe. Parce que voilà, moi je suis friand de ce qui s'est passé dans les années 80, même les années 2000. J'aime bien parce que forcément c'est un peu plus ma période, étant donné que je suis je suis plus. Voilà, j'ai commencé à écouter Maiden quand j'avais 13-14 ans, donc on était déjà en 2003, quelque chose comme ça. Donc voilà, le Maiden post-2000, je connais un peu plus. Mais voilà, le Maiden 90, forcément, moi, j'ai un peu laissé tomber. Et là, du coup, j'ai lu beaucoup de choses. Et en même temps, c'était vraiment. J'ai beaucoup de choses à dire parce que du coup, je lisais un peu ce qui s'est passé avec Blaze, et le pauvre, en fait. Voilà, c'est pas sa faute. Franchement, c'est un peu de sa faute dans le sens où, certes, c'est pas Bruce Dickinson, il a pas la voix d'un Bruce, il a pas le charisme d'un Bruce, mais il a fait de son mieux, et franchement, c'est triste ce qui lui est arrivé. Franchement, il méritait pas autant de malheur, entre guillemets, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il méritait pas le sous-succès, en tout cas, que la descente aux enfers du groupe, quoi, il méritait pas ça, le pauvre Blaze. Donc je lisais tous ces articles sur lui, un peu la biographie, et en même temps j'écoutais les albums, donc le X Factor, et comme le X Factor est vraiment triste, un peu mélancolique, voilà, il est dark, hein, on va pas se mentir, et lire des histoires dark en écoutant un album dark, franchement, du coup, j'ai pris beaucoup de sympathie, pas de la pitié, mais ouais, vraiment de la sympathie pour ce Blaze, et franchement, voilà, avant, moi, je le mettais vraiment en bas du classement des chanteurs de Maiden, je me disais, mais en fait, les albums avec Blaze, c'est de la merde, c'est à oublier, et finalement, non. En fait, c'est le pauvre, il a fait de son mieux, c'est bien ce qu'il a fait, et voilà, je voulais un peu lui rendre hommage, voilà, voilà, ne pas jeter la pierre
à Blaze, moi je vous invite à faire comme moi, voilà, lire un peu des articles sur lui, des interviews, et voilà. Bref, la parenthèse étant fermée, et bah, par où commencer? Bah voilà, un petit peu d'histoire avant de passer à ma review titre par titre, comme j'ai pris l'habitude de faire. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé après le départ de Bruce? Parce que c'est là où on s'était laissé. Donc voilà, Bruce s'en va et bah voilà, la troupe à Steve Harris, voilà, Steve Harris and Friends, Harris Co, bah, cherche un nouveau chanteur. Et donc apparemment, il y a eu 1500, enfin ouais, un truc comme ça, beaucoup de chanteurs qui ont été auditionnés, dont, voilà, apparemment ça s'est joué entre Blaze Bayley, qui voilà, était connu un peu du groupe parce que avec Wolfsbane, son groupe, il faisait la première partie de Maiden pour la tournée du No Prayer for the Dying, je crois, dans les années 90, et ça s'est joué donc entre ce fameux Blaze et Dougie White. Alors Dougie White, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je savais pas, hein, là je l'ai appris en lisant, qu'il était en compétition avec Dougie White, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas pris Dougie White? Parce que ceux qui connaissent Dougie White, moi je ne le connais que via Ritchie Blackmore, via Rainbow, en fait, parce que Dougie White a chanté un album avec Rainbow, avec Ritchie Blackmore, donc, qui est Strangers in Us All, et pour moi, Dougie White, c'est le meilleur chanteur de Rainbow, après Dio, évidemment, mais Dio, c'est hors catégorie, voilà. Donc voilà, Dio, meilleur chanteur. Ensuite, il y a eu des chanteurs un peu plus pop, bizarres, là, dont j'ai même pas les noms en tête. Et on a eu Dougie White en 93, 14, 15, je sais plus, c'est dans les années 90. Et Dougie White, il a une voix de fou furieux, franchement, il chante très très bien. Et je crois que j'ai même lu qu'il avait chanté pour Malmsteen, alors ça, je suis pas au courant, faudrait que j'écoute, j'ai pas écouté. Et on peut trouver sur YouTube, du coup, des versions de Hallowed Be Thy Name chantées par Dougie White. Et franchement, waouh, ça envoie. Franchement, le Dougie, il est chaud. Et donc, si vous voulez écouter un peu plus de Dougie White, donc il y a le fameux album Stranger in a Soul de Rainbow, et un live qui a suivi, donc de 94 ou 95, le live, où donc Ritchie Blackmore à la guitare, voilà, Dougie White, elle a moulé dans sa petite veste en satin, et son petit bide qui déborde, parce que voilà, il est un petit peu gros. Et voilà, mais il chante super bien, Dougie White. Et franchement, c'est resté malheureusement un chanteur de seconde zone, quoi, un chanteur pour guitariste, quoi. Donc généralement, il a joué dans des groupes où les guitaristes étaient vachement en avant. Enfin, du coup, pour Malmsteen et Blackmore, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Et malheureusement, voilà, c'est de ne pas mettre en avant un chanteur aussi talentueux qu'il est. Bref, Dougie White n'a pas été pris. Et c'est Blaze Bayley qui a été pris. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose. Eh bien, apparemment, voilà, c'est Steve Harris qui a pris la décision. Il a dit, bah voilà, moi je le sens bien, je sens que ça va être lui, je sens qu'il a les couilles de prendre le relais. Donc, il lui a laissé sa chance. Et voilà, des fois, c'est ça, faut écouter son instinct. C'est ce que Steve Harris a fait. Voilà, malheureusement, on sait que ça n'a pas été le succès espéré. Et pourquoi aussi ça n'a pas été le succès espéré? Parce que voilà, c'est les années 90, et comme je vous avais dit dans une autre partie de mes chroniques, les années 90 ont fait beaucoup de mal au groupe des années 80, enfin pas tous bien sûr, mais voilà, Maiden du coup s'est fait submerger par les nouveaux genres, quoi. Donc on sait qu'il y a le grunge, voilà, qui a émergé dans les années 90, donc avec Nirvana, et du coup qui a bouffé la popularité du métal. Donc Maiden, un peu dans le fond des chiottes. Metallica, n'en parlons pas, voilà, je suis pas un grand fan de Metallica, mais s'il y a bien une période de Metallica que je n'aime pas, c'est la période des années 90, donc voilà, avec Black Album, Load, Reload, pour moi c'est des aberrations ces trucs. Et j'allais dire Megadeth, mais non, parce que Megadeth, quand même, ils ont quand même fait des bons albums jusqu'à au moins 94, 16, puisqu'au final, Cryptic Writings était bon aussi. Là, c'est vraiment à partir de Risk que ça a commencé un peu à flageller. Enfin, bon, après, Megadeth ont été assez consistants, ils ont fait quand même de bons albums, même leurs mauvais albums étaient écoutables, quoi. Bruce Dickinson poursuit sa carrière solo de son côté. Et pendant ce temps, eh bien, le groupe entre en studio avec ce nouveau chanteur. Et voilà, ils enregistrent le X Factor. Donc, l'enregistrement se passe en 94 pour une sortie en 95. Et voilà, donc on est sur un style très 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 différent de Bruce en termes de voix, parce que Bruce, voilà, c'est ce que j'ai lu, hein, Bruce est un ténor, donc il peut pousser dans les aigus, il a 2 octaves de range vocal, alors que Blaze, voilà, a une voix très différente, très profonde, très deep, qui est pas désagréable. Moi, dans mes souvenirs, elle était vraiment horrible à écouter, cette voix, mais au final, non, ça va. Franchement, là, en réécoutant les albums, je me suis dit, il y a juste des fois son articulation est un peu étrange. Mais sinon, ça s'écoute, quoi. En fait, il faut juste se dire que c'est très différent de ce que faisait Bruce. Et c'est sûr,
Si on met le X Factor à côté d'un Power Slave ou d'un Number of the Beast, bien sûr qu'il fait pas le figure, bien sûr que ça n'a rien à voir, mais faut quand même lui laisser sa chance à Salo. Moi, le réécouter, il y a plein de chansons que je me suis dit, ah mais en fait, c'est trop bien ça, en fait, c'est génial, il est génial ce Blaze, enfin, ce Blaze. C'est pas lui qui a tout composé, mais d'ailleurs, fait important à notifier, Blaze a composé quand même beaucoup de chansons, enfin quelques chansons, du X Factor, et c'est le premier, je pense, membre de Maiden, qui arrive dans Maiden, et qui compose direct pour l'album. Donc voilà, le mec était à fond, quoi. Il arrive, il compose, il fait de son mieux, voilà, le gars, il joue quand même avec Maiden, il se donne à fond, et franchement, c'est ça qui est trop triste, quoi. Il se donne à fond, il fait tout, et en fait, ça marche pas, quoi. C'est comme dans un cauchemar quand on essaie de courir, d'échapper à quelqu'un et on n'arrive pas à courir, on essaie de frapper quelqu'un et on n'arrive pas à le frapper, on frappe tout doucement. Voilà, je sais pas si vous avez déjà eu des rêves comme ça. Et ben voilà, c'est terrible quoi. Il fait tout pour que ça marche et ça marche pas. Donc l'album met beaucoup de temps à être enregistré, à être mixé. Il sort et bien sûr, le succès n'est pas au rendez-vous et Maiden part en tournée et du coup ils sont obligés de jouer dans des salles plus petites avec un stage show, comme on va dire, un peu des lumières, beaucoup moins impressionnant. Et c'est terrible parce que du coup, pour Blaze c'est génial parce que lui il vient d'un petit groupe qui était jamais sorti de l'Angleterre, quoi. Et là, il joue avec Maiden dans ce qui pour lui sont des salles immenses, mais pour Maiden c'est des petites salles et voilà, c'est la déception. Pour ce qui est des lives, il n'y a pas eu de live officiel qui est sorti, on trouve quand même pas mal de bootlegs sur YouTube. Blaze interprète très bien ses titres, enfin très bien. Mais il y a certaines galères par-ci par-là, on sent que... J'ai lu aussi que sur scène, il avait des problèmes avec ses retours. En fait, il s'entendait pas. Le Texon lui mettait, son ingé son retour lui mettait que de la basse et du chant, et du coup, il n'arrivait pas bien à synchroniser avec. Enfin, synchroniser en termes de rythme, mais surtout de hauteur de notes, voilà. Et puis voilà, le pire, c'était pour les chansons de Bruce. Il a pas du tout le range vocal pour les chansons de Bruce, et du coup, quand on regarde un live et qu'on l'écoute chanter, voilà, je sais pas, Man on the Edge, non, c'est quoi, Edge of Darkness, je sais plus, celle qui fait Falling Down, bref, voilà, vous voyez laquelle je parle. Voilà, ça marche bien, et après il va passer sur des Evil That Men Do, et là ça va être un véritable scandale sur The Trooper, n'en parlons pas, il y a même un live où on le voit, il se fait jeter des chaussettes ou des serviettes, enfin voilà, il se fait huer par le public, et c'est terrible. Can you say, kill him? Fucking kill him! Get him! Fucking kill him! What? Parce que c'est Steve Harris à la barre et il y croit en ce mec, il y croit en son nouveau poulain, en son nouveau chanteur, mais le problème c'est que voilà, ça marche pas et c'est un peu un cauchemar. On va regarder la liste des titres du X Factor, voir qui a composé quoi, puis je vous donnerai mon avis sur les morceaux. C'est pas impossible que je doive en réécouter un ou deux, parce qu'il y a quand même 11 chansons, l'album dure 1h11, donc voilà, c'est chaud. Qui est à la production? Donc c'est Steve Harris à la production et Nigel Green. Mais qui est Nigel Green? Voilà, inconnu au bataillon, décline ton identitax. Eh bien, c'est un ingénieur du son qui était là à l'époque de Killers, je crois. C'était en gros l'assistant ingé son de comment il s'appelle, de Martin Birch. Et c'est lui aussi qui sera à la production avec Dickinson pour ses albums solo. Ça, je savais pas. Et je l'ai appris tout de suite, tout à l'heure, là, en le lisant. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? La liste des titres. Ah oui, alors, stupéfaction, l'album commence avec The Sign of the Cross. Donc moi, quand j'écoutais l'album à l'époque, je l'avais pas dans le bon ordre parce que, voilà, comme je vous avais expliqué, c'était le frère d'un ami qui m'avait donné les dossiers de Maiden. Et sur certains albums, il n'y avait pas le 01, 02, 03 à côté des titres. Et du coup, ils n'étaient pas dans l'ordre, ils étaient par ordre alphabétique. Donc moi, l'album, il commençait avec 2AM et il finissait avec Sign of the Cross, quoi. Et du coup, non, en fait, Sign of the Cross, c'est la première chanson de l'album. C'est un truc de ouf, de mettre une putain de chanson de 11 minutes 16 pour ouvrir un album. Je veux dire, c'est osé. Mais c'est une très bonne chanson, voilà. Hein. Après 11 minutes 16, il faut prendre en compte que l'intro, c'est au moins 2 minutes de rien. Enfin, de rien, de synthé, de cris, de ouh, voilà, c'est l'horreur. Mais voilà, Side of the Cross, un classique que tout le monde connaît, voilà, sublimé par Bruce Dickinson. Encore, voilà, c'est pas pour mettre Bruce Dickinson en avant encore, mais
la version avec Bruce, c'est quand même quelque chose au Rock in Rio. Enfin voilà, si vous ne l'avez pas vu, mais jetez-vous dessus. Lord of the Flies, donc c'est celle que je vous disais tout à l'heure, composée par Harris et Gers. Eh bien, elle a été faite par Dickinson pour le Death on the Road. Mais là, pour le coup, je crois préféré, faudrait que je réécoute un peu les deux, mais je pense que Blaze Bayley gère mieux sur Lord of the Flies, puisque du coup, Bruce Dickinson fait le refrain en aigu, à la fin du mois, de ce que je me rappelle, hein, je me rappelle pas complètement, et je sais que quand j'avais écouté, je me suis dit, ah, finalement, c'est peut-être mieux avec Blaze, donc voilà, là, pour le coup, à discuter. Man on the Edge, je crois que c'est la chanson rapide, c'est la fameuse Falling Down. Oui, Man on the Edge, c'est donc Falling Down, bref. Très bien, j'adore, c'est sympa, quoi, c'est un peu la Esizai de l'album, quoi, c'est la chanson à tempo très rapide, avec le refrain, voilà, un peu qui est censé être entraînant. Voilà, c'est sympa, mais bon, voilà, ça casse pas non plus trois pattes d'un canard. Fortunes of War, dans mes souvenirs, elle était extrêmement chiante. Donc voilà, ça c'est du Steve Harris. Effectivement, elle est très longue, là, le Fortunes of War, nanana. Mais il y a des petits passages mélodiques sympas, donc franchement, voilà, 7 minutes, c'est un peu long, ils auraient pu en enlever un peu, mais bon, voilà, ça s'écoute. Look for the Truth, j'avais complètement oublié cette chanson. Et en fait, bon, bah voilà, elle est sympa, mais en fait, ce que j'aime surtout, c'est le passage celtique au milieu, là, enfin, le pont celtique, franchement, je le trouve génial. D'ailleurs, quand je l'ai écouté, parce que quand je l'ai écouté la première fois, j'étais donc dans le tramway, n'est-ce pas? Et je m'étais fait des notes. Et j'avais mis justement pour Look for the Truth, pont celtique cool. C'est le seul truc que j'ai mis. The Aftermath, Harris, Bayley, Gers. Donc voilà, grosse contribution. Mais alors, c'est laquelle déjà? Après réécoute, c'est pas dingue. Je pense que c'est pour ça que j'ai rien mis dessus. Franchement, un peu oubliable. Judgment of Heaven, morceau écrit par Steve Harris uniquement. Judgment of Heaven, sympa, sans plus. En fait, voilà, j'aime bien les ponts. Voilà, le petit pont harmonisé au milieu, les petits solos, enfin les petits ponts à la fin. J'aime bien. Mais bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Blood on the World's Ends, écrite encore par Harris. J'ai mis pas ouf, mais pont très cool, on n'entend pas assez les guitares. Oui, mais bon, ça c'est parce que j'avais écouté en mono et du coup on entendait que la basse et les guitares étaient mélangées au milieu. Ah oui, en fait, elle est intéressante celle-là parce que les riffs sont très heavy, sont très lourds pour du Maiden. Donc ça a le mérite d'être souligné. Et ouais, ce que j'aime bien dans cette chanson surtout, c'est le pont vers 4 minutes. Où ça fait na 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 na. Enfin, je trouve que c'est le petit passage un peu planant. Enfin, je sais pas, je trouve que ça le fait. Donc, The Edge of Darkness, donc Harris, Bayley et Gers. Donc, franchement, Bayley, il est chaud, hein, il a quand même pas mal composé. Alors, j'ai noté 3 minutes Useless, puis Halo Bizinem Echo Plus, mais c'est pas mal. Les ponts sont très cool, mais fin chiante. Ah oui, je me rappelle. En fait, Edge of Darkness, on a 3 minutes où vraiment c'est un peu mélancolique, c'est un peu long, un peu chiant. Mais voilà, c'est l'ambiance de l'album. Si vous voulez écouter du speed metal, voilà, vous allez vous faire chier. Mais si vous êtes un peu dans un mood, un peu voilà, à la cool, un peu mélancolique, un peu triste, franchement, c'est pas mal. Quoique un peu répétitif. Et en fait, dans cette chanson, au bout de 3 minutes, voilà, ça part en Halo Bizinem. Enfin, moi je dis que ça fait Halo Bizinem parce que ça fait. Donc voilà, ça ressemble un peu. Les solos sont cool parce que voilà, contrairement à No Prayer for the Dying, où justement j'avais dit ouais, ça fait un peu Halo Bizinem Echo Plus, mais les solos sont pourris. Bah là, dans Edge of Darkness, les solos sont bien, donc ça va. Donc voilà, toute la partie avec les solos, les ponts harmonisés, tout est bien. Puis après, bon, à la fin, ça recommence à être chiant parce que ça reprend la partie du début. Mais sinon, Edge of Darkness, voilà. 6 minutes 39, si on enlève 3 minutes au début, 1 minute à la fin, on enlève 4 minutes, bah voilà, la musique il reste 2 minutes 30, donc il reste 2 minutes 30 où c'est très bien. 2 AM, qu'est-ce que j'ai mis sur cette chanson? Mélancolique, sympa, mais bon, voilà. 2 AM par Bayley, Gers et Harris encore, putain. Ils étaient vraiment on fire. Ah oui, 2 AM, c'est celle qui fait Here I am again. Franchement, c'est une belle balade, la mélancolie passe bien, franchement, on y croit, quoi. C'est pas comme, par exemple, Wasting Love, qui est un peu une balade d'amour. Moi, celle-là, j'arrive pas du tout. 2 AM, je l'ai écouté, j'ai trouvé sympa. Et en dernier, on a The Unbeliever. Alors, j'avais complètement oublié cette chanson et je l'ai encore oublié. Putain, j'ai écouté l'album 2 fois aujourd'hui. Hein. Je suis quand même obligé de réécouter les morceaux par Harris et Gers. Je vais réécouter.
Pas exceptionnel, mais voilà, ça se laisse écouter, on kiffe. C'est sympa. Donc voilà, le X Factor, voilà, très très moyennement reçu, tournée, comment dire, tournée mondiale avec moins de personnes dans le public qu'à l'accoutumée, mais bon voilà, c'est Maiden 90, c'est ça, c'est un peu la chute, c'est dommage, parce que voilà, ça se laisse écouter. Franchement, je pense que j'ai préféré écouter cet album que par exemple le Fear of the Dark. Bref, voilà, le groupe retourne en studio ensuite pour enregistrer le second album avec Blaze, qui sera du coup le Virtual Eleven. Il faut savoir que il est sorti en 1998 et qu'est-ce qui s'est passé en 1998, les petits amis? Cocorico, Coupe du Monde, voilà, en France, n'est-ce pas? Mondial 98 où nous sortîmes victorieux, et oui évidemment car nous sommes les plus forts, voilà, face au Brésil, 3-0, voilà, qui s'en souvient? Je m'en souviens. Eh bien, Steve Harris voulait baser la promo de cet album, du coup, sur le football. Et je crois qu'ils étaient plus ou moins chauds dans le groupe, parce que Blaze est un grand fan de foot, Steve Harris, voilà, c'est un fan de foot aussi. Et voilà, on aurait pu avoir un album de footix, voilà, où toutes les promotions, d'ailleurs, j'ai des images de promo que j'ai retrouvées, où ils ont tous des t-shirts de foot et il y a des flammes, enfin voilà, je sais pas qui s'est occupé du montage à l'époque, mais bon voilà, ça a mal vieilli, comme on dit, et donc voilà, le groupe a préféré se baser sur autre chose. Après, après, l'identité visuelle pour cet album, voilà, on sait pas trop, enfin, c'est pas vraiment comme Power Slave où on avait vraiment, comment dire, une esthétique où tu regardes dans le livret, il y a que des momies, des pharaons, des sarcophages, des trucs comme ça. Là, pour le coup, on n'est pas trop dans le virtuel, voilà, on n'est pas dans les casques de réalité virtuelle. Bon, à part sur la pochette, on voit Eddie qui manipule un enfant qui est dans le métaverse, n'est-ce pas? Voilà, le groupe rentre en studio et va enregistrer cet album. Donc, contrairement au premier album, ils ont mis beaucoup de temps à l'enregistrer. Le premier album avec Blaze, j'entends. Là, ça va être fait très vite. Un peu trop vite, selon Blaze. Voilà, mais après, c'est ça le problème avec Blaze, parce que quand on lit ces trucs, c'est jamais de sa faute, mais bon, en même temps, c'est de sa faute, parce qu'au début, sur scène, il disait oui, mais c'est parce que dans mes retours, on met pas le son que je veux, du coup, il me faudrait le son que je veux dans mes oreilles. Et du coup, on lui a mis des in-ear monitors pour la tournée d'après. Et en fait, il chantait toujours aussi mal. Donc bon, voilà, c'est jamais de sa faute, mais bon, c'est de sa faute un petit peu quand même. Là, il a dit premier album, ah oui, non, franchement, ça allait trop lentement, c'était trop long. C'est pour ça, c'était pas top. Oui, sauf que du coup, l'album d'après, ils l'ont enregistré super rapidement et ça va pas non plus. Donc bon, faut se calmer Blaze. Hein. Faut arrêter de se trouver des excuses. Donc voilà, le Virtual Eleven qui veut nous passer un peu un message futuriste, qui veut un peu nous mettre dans une ambiance du futur. Voilà, malheureusement, ça ne marche pas. Somewhere in Time le faisait mieux. Voilà, dans Somewhere in Time, on se croyait dans le futur, même si c'était le futur des années 80. Il y avait le côté, je sais pas, on sentait un peu le voyage dans le temps, alors que là, pour Future Hill, pas du tout. Donc je vais vous faire la liste des titres parce que pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que voilà, après ils sont repartis en tournée, mais ça je vous dirai après après ma review des titres. On commence avec Future Hill, qui est un petit morceau rapide, voilà, de 3 minutes par Harris et Bailey. Bon voilà, ça se laisse écouter, c'est sympa. Ensuite on a The Angel and the Gambler, donc voilà, c'était en plus le titre promotionnel de l'album, quoi. Ils en ont fait un clip et tout. Le morceau fait 10 minutes. C'est tout le temps pareil. En plus, en fait, on l'écoute, on se dit mais pourquoi? C'est quoi ça? Au début, avec l'orgue amande que même le Deep Purple des années 80 n'aurait pas voulu, d'espèces de synthé, trompette, chelou. Enfin, franchement. Par contre, les solos de guitare sont bien parce que les solos sont un peu classiques. Voilà, c'est un peu en mode pentatonique, vraiment classique et efficace. Et du coup, ça le fait. Donc, mention spéciale pour les solos. Et pour le reste, par contre, pourquoi? Bon, après, c'est rigolo, voilà, le petit refrain. C'est rigolo, c'est rigolo. Mais voilà, c'est pas Maidenesque, ce n'est pas épique. Lightning Strike Twice par Murray et Harris. Donc voilà, Lightning Strike Twice, comme le dit si bien Blaze, est un très bon morceau. Voilà, en dépit de l'orthophoniste en vacances de Blaze Bailey, voilà, ce morceau est très sympathique, je l'adore. The Clansman, voilà, que l'on connaît tous, composé par Harris, voilà, un morceau très sympathique sur album. Ça faisait une éternité que je n'avais pas écouté les versions album parce que forcément, voilà, Rock in Rio, Bruce Dickinson, voilà, tu connais. Mais voilà, ça fait toujours plaisir d'écouter The Clansman.
Même avec Blaze, franchement, ça passe très bien. Le meilleur morceau de l'album, à n'en point douter. When Two Worlds Collide, qui est aussi super, je l'adore, c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Murray, Bailey, Harris, donc voilà, j'ai envie de dire sablons le champagne 2 fois, car Murray a composé 2 titres sur cet album, et en plus, ce sont les 2 meilleurs. Alors là, franchement, on peut plus rien dire. The Educated Fool, j'avais complètement oublié cette chanson, et elle est très bien. Don't Look to the Eye of a Stranger, un peu chiant en même temps, on voit putain, 8 minutes. Bon voilà, c'est encore composé par Steve Harris. Pas dingue, mais bon voilà, c'est juste que le refrain est un peu répétitif. Et la dernière, Como estáis amigos, de Gers et Bailey. Donc voilà, morceau final qui est sympa, sans plus. Donc voilà, c'est un album, j'ai passé un très bon moment à l'écouter, et je comprends pas d'ailleurs les critiques qui disent que le son est mauvais sur ces 2 albums, parce que moi j'ai trouvé que ce sonnait très bien. La batterie a un pur son, franchement, elle claque. C'est un plaisir d'écouter la batterie, elle est ultra précise et ultra lourde à la fois. La basse, elle est présente sans trop l'être, voilà, elle bouffe pas trop d'espace. Les guitares, ouais, j'avoue, quand j'avais écouté la première fois, je me disais putain, mais on n'entend pas les guitares, c'est chiant, c'est vrai que les guitares ont un son un peu terne. Mais bon, voilà, c'est ce qui donne le côté lourd à l'album, voilà, donc c'est pas gênant. Et la voix de Blaze ressort pas trop, malheureusement, mais je crois que c'était fait exprès. J'ai lu que là, par exemple, pour X Factor, ils avaient fait exprès de pas mettre de reverb sur la voix de Blaze. Donc la voix est vraiment la plus brute possible. Donc voilà, normalement, on en met toujours un petit peu, voilà, pour faire joli, au moins pour englober un peu. Mais là, voilà, pour Blaze, c'était la voix brute et pure, quoi. Donc franchement, c'est quand même assez étonnant qu'ils s'en sortent aussi bien avec aussi peu d'artifice, quoi. Et voilà, donc pour cet album enfin terminé, qui sort en 98, la même année, sort en parallèle Accident of Birth de Bruce Dickinson, avec un certain Adrian Smith, voilà, Accident of Birth, qui est un très bon album de Bruce Dickinson, un de ses meilleurs albums solo, parce qu'il avait fait même 3 albums solo avant, que ouais, j'aime pas trop, à part voilà, 1 ou 2 morceaux par-ci par-là, mais le Accident of Birth c'est vraiment très bon. Et donc voilà, ça fait un peu... D'un côté, on a Bruce Dickinson qui nous sort un album, une masterclass, et de l'autre côté, Maiden qui était voilà le groupe, quoi, qui en dessous se casse un peu la gueule. Bon, même si, voilà, vous m'avez compris, finalement, je trouve que X Factor et Virtual Eleven sont bons, franchement, j'ai passé un bon moment en les écoutant. En fait, c'est peut-être parce que j'avais l'expectative très basse qu'en les écoutant, je me suis dit, mais en fait, non, ils sont bien, ils sont vraiment super. Faut juste les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un Maiden différent, un Maiden plus sombre, plus lourd, et où c'est pas Bruce Dickinson qui va chanter. Et ah oui, aussi, histoire, j'avais oublié de vous dire, mais apparemment, ce serait plus sombre, parce que voilà, Steve Harris aux commandes a vécu un divorce, la mort de son père, de son chien, enfin je sais plus quoi, mais il était un peu en dépression. Et du coup, c'est pour ça qu'il a composé des titres un peu plus tristes, voilà, comme The Angel and the Gambler, par exemple, voilà, qui reflètent bien la dépression d'un homme, n'est-ce pas? Non, voilà, donc vu qu'il était dans le mal, il a fait un peu des morceaux dark. Et voilà. Voilà, pour la petite parenthèse. Et voilà, en vrai, c'était le seul maître à bord aussi, parce que avant, il était un peu en conflit avec Bruce Dickinson, qui était un peu une tête pensante, un ego, et il y avait aussi Adrian Smith. Et puis Martin Birch aussi, qui lui était le producteur, donc forcément qui avait sa patte à la production. Et là, le pauvre Steve Harris, il se retrouve tout seul, bien malgré lui, parce que c'est pas lui qui a viré Bruce, c'est pas lui qui a viré Martin Birch, et c'est pas lui qui a viré Adrian Smith, voilà, ils se sont tous barrés d'eux-mêmes. Et le pauvre, voilà, il se retrouve tout seul à diriger un bateau trop grand pour lui, je pense. Mais pour moi, il s'en sort quand même pas trop mal. Je veux dire, ça aurait pu être bien pire que ça. Donc, je sors de cette chronique finalement grandi. Puisque, voilà, si j'avais pas réécouté ces albums, je serais resté dans l'ignorance, entre guillemets, de me dire qu'en fait, ces 2 albums avec Blaze Bayley, c'est de la merde. Alors qu'en fait, non, en fait, pas du tout. Donc je suis très content de les avoir réécoutés, et est-ce que je les réécouterai à l'avenir? Probablement en fait, parce que franchement c'est pas mal. Et donc voilà, Accident of Birth, qui non, ne sort pas en 98, Accident of Birth c'est 97, et celui qui sort en 98, je crois que c'est Chemical Wedding, et Chemical Wedding est pour moi, en tout cas, le meilleur album de Bruce en solo. Et voilà, donc en face c'est ça, on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, une force, voilà, Bruce Dickinson qui monte d'un côté, Maiden qui descend d'un côté. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le manager, Rod Smallwood, il dit à Steve Harris, bon, ce serait quand même pas mal de vous réunir là, parce que vous êtes un peu en train de sombrer. Bruce, il brille de son côté, et franchement, si tu veux que Maiden reparte, faut se débarrasser de Blaze.
Et du coup, voilà, tout le monde est au courant enfin, dans le groupe, en tout cas, tout le monde sait que Blaze va être viré. Ils partent en tournée, et ils partent en tournée, voilà, en sachant délibérément que c'est la dernière tournée de Blaze. Tout le monde le savait dans le groupe, sauf Blaze, en fait. Et du coup, voilà, ils font leur petite tournée. Blaze est remercié. Et ça, c'est trop triste, d'ailleurs, quand on lit quand j'ai lu comment ça s'est passé, en fait. Ils attendent, voilà, ils passent Noël, et après, ils ont tous une réunion avec le manager, les membres de Maiden, tac, ils se retrouvent tous. Donc voilà, il y a Blaze qui arrive en face de tout le monde, et voilà, ils lui disent, bah écoute, voilà, Blaze, tu es remercié, voilà, merci pour tes services, mais c'est terminé. Et là, il y a Blaze qui demande, Is Bruce coming back? Et voilà, Steve Harris l'a même pas regardé dans les yeux et lui a dit, yes. Donc voilà, c'est terrible en fait, c'est un peu l'histoire de... C'est comme si tu t'invitais ta copine, voilà, c'est une analogie un peu nulle, mais voilà, tu fais venir ta copine pour lui dire, voilà, en fait, on va pas pouvoir continuer, et ta copine te dit, ah oui, tu retournes avec ton ex, et toi tu dis, bah, ouais. Et franchement, ça doit fendre le cœur, c'est ça qui m'a fait penser à la fin, mais le pauvre Blaze, quoi, est-ce que ça doit être terrible à endurer ça. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Et au final, il l'a bien pris dans le sens où il se dit, voilà, c'est pour le bien du groupe. Et voilà, parce qu'avant tout, Maiden, c'est un business, c'est un groupe qu'il faut faire tourner. Et même si finalement, Blaze, il n'était pas à la hauteur sur scène, il chantait pas très bien, mais c'était quand même un pote de Steve Harris et du groupe. Et je veux dire, c'est lui qui a eu la lourde tâche d'être le frontman après Bruce Dickinson. Et autant Bruce Dickinson peut faire oublier un Paul Di'Anno, mais un Blaze Bayley peut pas faire oublier un Bruce, voilà, mais avec tout le respect et du coup l'amour, voilà, j'ai pas honte de le dire, que j'ai pour Blaze, et qui a quand même, voilà, sans lui on n'aurait pas eu de Maiden dans les années 90, bah voilà, on peut quand même lui dire merci pour ce qu'il a fait. Mais voilà, il a été remercié. Tout ça pour qu'en 99 se passe le retour du roi, enfin, le retour des rois même, parce qu'il n'y a pas que Bruce Dickinson qui revient, il revient avec Adrian Smith. Mais voilà, ça, ce sera pour la suite des chroniques sur Iron Maiden, donc pour le prochain épisode de Maiden Chronicles. Je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces albums. Moi, je vous avoue que je n'en pensais que du mal. Et après, écoute, bah voilà, vous avez compris que en fait, c'est de très bons albums, très solides. Et voilà, donc je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, en discuter avec vous en commentaire, comme d'habitude. C'était le Chineur de Métal. Merci, et puis au revoir.